à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Aujourd'hui un sommaire bien fourni avec la critique de F1 Restars, Money Shot et la Minute de Geek. Mais d'abord, devinez quoi? On va voir les news. Sorti début octobre, NBA 2K13 affichait une volonté de rendre son gameplay plus accessible, sans forcément proposer d'innovation majeure dans une mécanique bien huilée. Mettant toujours en avant son partenariat avec le rappeur Jay-Z, le titre de 2K Sports connaîtra lui aussi sa version Wii U. Le Wii U Gamepad devrait être mis à contribution plutôt pour des aspects tactiques du jeu comme la gestion de son équipe, l'affichage de statistiques ou la navigation dans les interfaces, un brin chargé dans les versions précédentes. Il reste à voir encore une fois ce que cette version apportera réellement comme changement au gameplay par rapport aux autres consoles. En restant dans le registre du sport, si le titre de foot d'EA, FIFA 13, sera disponible dès le lancement de la Wii U, les accros au dunk, eux, devront être patients car NBA 2K13 ne sera disponible qu'en 2013 sur la nouvelle console de Nintendo. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur No Life Online pour voir la critique du jeu sur les autres consoles du moment. Critiqué dans 101% sur PC, plateforme sur laquelle il était sorti sous le nom de The Next Big Thing, l'excellent jeu d'aventure point and click Hollywood Monsters s'apprête à débarquer sur les mobiles et tablettes iOS. Développé par le studio espagnol Pendulo, bien connu pour la série Runaway et son récent thriller Yesterday, il s'inspire des monstres sacrés du cinéma horrifique pour proposer une aventure loufoque mettant en scène un duo de journalistes mal assortis, Lisa Lair et Dan Murray. Situé dans un Hollywood alternatif des années 30, les monstres tels que le loup-garou, la mouche ou encore la momie ne sont pas des acteurs déguisés mais de vrais monstres. Drôle, très bien écrit, Hollywood Monsters propose une jolie durée de vie et plus d'1 heure de cinématique. Elite a été le premier jeu open world en 3D fil de fer où le joueur pouvait explorer librement 256 systèmes solaires. Sorti en 1984 sur les ordinateurs BBC Micro Model B, un système lancé par la célèbre chaîne britannique et construit par la branche hardware du développeur d'Elite, Acornsoft. Il tournait avec 22 kilooctets de mémoire et pouvait générer un univers entier grâce au principe de génération procédurale et des nombres pseudo-aléatoires. En gros, une suite de nombres, une graine, permettait grâce à un algorithme de générer à la volée les caractéristiques des planètes que le joueur explorait. Celui-ci commençait à bord d'un vaisseau inoffensif et à peine 100 crédits en poche. À partir de là, à force de commerce, d'échanges et d'activités plus ou moins légales, selon vos choix de carrière, vous pourrez améliorer vos vaisseaux et devenir l'élite de l'espace. David Braben, le créateur original d'Elite, se lance à son tour dans l'aventure Kickstarter pour remettre son jeu au goût du jour. Tout en gardant le concept de génération procédurale et des techniques qui découlent des idées mises en place dans les premiers jeux de la série, le créateur veut cette fois proposer une expérience multijoueur qui utiliserait le peer-to-peer ou des serveurs de jeux plus classiques. Cette fois, les joueurs pourraient se déplacer rapidement dans l'espace grâce à l'utilisation de l'hyperespace pour se retrouver aux 4 coins de la galaxie. Le projet a pour ambition de récolter 2 millions de dollars minimum et n'est qu'à la moitié de son objectif. Il lui reste un peu moins d'une quarantaine de jours de campagne. Est-ce que les joueurs seront là pour soutenir ce projet toujours aussi atypique et démesuré de David Braben ? Dans quelques instants, ça va être la critique de F1 Restars. Alors personnellement, je suis pas du tout la F1 et pourtant j'aime bien les jeux de voiture. Quand j'étais jeune, j'adorais jouer à Ridge Racer et aussi Need for Speed sur PlayStation. À l'époque, c'était un des plus beaux jeux de voiture avec des modèles super réalistes. Bon, c'était à l'époque, hein. Il y avait aussi bien sûr Mario Kart sur N64 avec la course dans la jungle, ma préférée. Et aujourd'hui, un peu dans le même style, on a F1 Restars, version toute choupinou avec des bonhommes en SD. On va regarder sa critique. Pure coïncidence ou phénomène de mode, le fait est que les joueurs ont eu ces dernières semaines l'occasion de traîner sur plusieurs titres de karting, comme Little Big Planet, Sonic All-Star Racing Transformed et aujourd'hui F1 Restars. Mais contrairement à ses concurrents, F1 Restars se pointe avec une équipe spécialisée dans la simulation, Codemasters en l'occurrence, et surtout une licence relativement bien traitée, comme vous avez pu le voir avec la critique de F1 2012. Une licence qui permet donc à F1 Restars d'afficher des têtes, des écuries et des sponsors, mais aussi des circuits, ou en tout cas des portions de circuits, bien connues des fans de Formule 1. C'est à ce mélange entre la dimension fun des kartings et la rigueur, l'authenticité et la précision de la Formule 1 que nous avons affaire. Et c'est exactement ici que ça coince. Premièrement, malgré ce look cartoon, ses personnages en mode super deformed et ses portions de circuits complètement fantaisistes qui se mélangent aux circuits réels, les sensations de conduite et les habitudes que le joueur doit prendre restent celles de la F1.
Par exemple, vous êtes fréquemment amené à freiner pour prendre certains virages, et le jeu ne propose pas de système de drift. Et a priori, l'obligation de freiner et l'impossibilité de drifter dans un jeu de karting devraient être éliminatoires. À la place, Raystars propose un système baptisé KERS, ou Kinetic Energy Recovery System, et dont le principe est un boost en sortie de virage. Concrètement, lorsque vous êtes sur un revêtement spécial de la piste et que vous relâchez et réappuyez sur l'accélérateur, vous avez la possibilité d'accumuler un boost qui se déclenche automatiquement une fois sorti de la zone. Qui dit jeu de karting dit automatiquement item à se balancer entre pilotes. Dans ce domaine, Raystars ne donne presque pas dans l'original en proposant des projectiles symbolisés par des bulles de couleur qui nous rappellent évidemment les Mario Kart. Ainsi, les bulles rouges font office d'attaque à tête chercheuse, les bleus agissent comme des pots de banane, alors que les jaunes fonctionnent comme des carapaces vertes. Le jeu propose tout de même des items ayant un rapport avec la F1, comme la voiture de sécurité par exemple, qui ralentit les premiers afin que les joueurs à la traîne puissent rattraper leur retard. Bien évidemment, plus votre position est critique, meilleurs seront les items obtenus. Si les cartes sont tous égaux sur la piste, les pilotes, eux, possèdent des capacités spéciales qui leur permettent de mieux vivre leur course. Alonso peut par exemple tirer des bulles rouges derrière lui, alors qu'Hamilton peut choisir de changer d'item s'il n'est pas satisfait de celui qu'il vient de prendre. Le jeu tente également de se démarquer grâce à sa dimension usure du kart. Plus vous subissez des attaques, plus votre véhicule se détériore, impactant ainsi ses performances. Pour repartir sur de bonnes bases, vous devrez alors faire un tour du côté des pit stops, 2 en moyenne par circuit, qui régénéreront votre véhicule sans l'arrêter pour autant, à la manière d'un F0 ou d'un Wipeout. D'une manière générale, F1 Raystars a du mal à mélanger efficacement ces deux univers que sont le karting et la F1. Certains principes de l'un ne font pas de sens pour l'autre, avec en première ligne le fait de freiner et l'absence de drift. Aussi, si le joueur veut s'inscrire dans un délire de trajectoire parfaite, de coups de volant de précision et de grappillage de secondes, tout son travail peut se trouver ruiné par le côté complètement aléatoire des items balancés par cette IA vraiment agressive. Reste le multijoueur à 4 en écran splitté ou jusqu'à 12 en ligne qui peut effectivement divertir l'espace d'une ou deux soirées. Mais les joueurs cultivant un amour pour la course fun à plusieurs ne mettront pas bien longtemps avant de s'orienter vers un Mario Kart quelconque. On reste dans le choupinou avec Bilbo le petit hobbit, dont vous allez voir quelques extraits dans Money Shot. Et bien figurez-vous que moi j'ai une amie qui est infographiste à Weta, le studio de production de Bilbo et du Seigneur des Anneaux évidemment, et que grâce à cette amie j'ai régulièrement des infos sur l'avancement du film. J'ai même droit à des images et des extraits exclusifs. Par exemple, bon désolé je vais un peu vous spoiler, mais il y a un passage où Bilbo perd son pantalon dans une course-poursuite et ben non, en fait c'est du mytho. Elle me dit rien, elle dit rien à personne, tout est gardé secret, donc j'en sais pas plus que vous. On va sûrement en apprendre davantage dans Money Shot, où il est également question de Django Unchained. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, deux grands réalisateurs seront à l'honneur. Quentin Tarantino pour Django Unchained et Peter Jackson pour le premier épisode du Hobbit. Un film de Quentin Tarantino est toujours un événement car il n'a jamais fait de mauvais films, certains sont certes mineurs ou parfois trop bavards, mais il n'y a rien à jeter dans sa filmographie. C'est donc après 3 ans et son inégal Inglourious Bastard que le réalisateur de Pulp Fiction nous revient. Il s'était déjà frotté de manière détournée au genre western avec Kill Bill Volume 2. Duty y replonge à nouveau, mais cette fois-ci la tête la première avec Django Unchained. Le film se déroule dans le sud des États-Unis, quelque temps avant la guerre de sécession, et suit le parcours de Django, un esclave libéré par le docteur King Schultz, un ancien dentiste allemand reconverti en chasseur de primes, qui va l'entraîner pour lui permettre de libérer sa femme des mains d'un riche propriétaire terrien, le terrible Calvin Candy. Comme d'habitude avec Tarantino, le cast a de la gueule, puisque l'on retrouvera Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Jonah Hill, Kerry Washington, Amber Tamblyn, James Remar, Zoe Bell, Don Johnson et Tom Savini. On ne doute pas vraiment de la qualité de Django Unchained. Ce qu'on espère surtout, c'est que Tarantino ne retombe pas trop dans l'excès de références plus ou moins obscures qui risquent de mettre à l'écart une partie du public, comme ça avait été le cas avec Boulevard de la Mort. Django Unchained sortira le 16 janvier 2013. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better they are, bigger the reward. I'm looking for the Brittle brothers. However, I don't know what they look like, but you do. They called my wife. They sold her, but I don't know who to. Calvin Candy. That's the repellent gentleman who owns her.
Broomhilda is my property, and I can choose to do with my property whatever I so desire. Help me find the Brittle brothers, and I'll take you to rescue your wife. Let's get to it. My name is Dr. King Schultz. This is my valet, Django. Come on over. We got a fight going on that's a good bit of fun. Why'd you dig him up? A fortuitous turn of events brought Django and myself together. Move it. Well, I've heard tell about you. You got me curious. I'm curious what makes you so curious. Something up with these two. Them old boys done rode a lot of miles, went to a lot of trouble just to get that gal. Hey, little troublemaker. You silver-tongued devil, you. They playing your ass for a fool. I spent my whole life surrounded by black faces. I only had one question. Why don't they just rise up and kill the whites? Who knows what could happen? Y'all ain't gonna make it out alive. Anyone bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. I'm just asking. In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Adult supervision is required. L'adaptation de Bilbo le Hobbit revient de loin. Une fois la trilogie du Seigneur des Anneaux achevée, Peter Jackson avait annoncé qu'il en avait terminé avec les écrits de J.R.R. Tolkien. Cependant, après avoir réalisé King Kong et Lovely Bones, il s'est tout de même replongé dans la Terre du Milieu en adaptant Bilbo le Hobbit. Mais il ne voulait que produire et écrire le long métrage sans s'occuper de la réalisation. Il laissa alors le fauteuil du metteur en scène au génial Guillermo del Toro, qui s'est également occupé de la rédaction du script ainsi que d'une partie de la production design. Les droits d'adaptation des écrits de Tolkien étaient détenus par la MGM, et comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, la MGM a connu une faillite et malheureusement, celle-ci est arrivée alors que le tournage allait bientôt commencer en Nouvelle-Zélande. Au bout de plusieurs mois, la MGM s'en est sortie, mais le tournage de Bilbo le Hobbit fut reporté à de nombreuses reprises. Devant s'atteler à d'autres projets et ne pouvant rester autant de temps loin de sa famille, Guillermo del Toro quitte son poste de réalisateur. Après plus d'1 an et demi de galère et ne pouvant pas laisser ainsi mourir le film, Peter Jackson reprend les rênes du projet et décide finalement de mettre en scène les aventures de Bilbon Sackey. Bilbo le Hobbit se déroule 60 ans avant les événements dépeints dans Le Seigneur des Anneaux. On y suit Bilbon, dans ses jeunes années, vivant paisiblement comme ses congénères les Hobbits, sans se soucier des problèmes du monde qui les entoure, jusqu'à ce qu'un magicien, Gandalf, ne vienne toquer à sa porte, l'invitant à participer à une extraordinaire aventure. Bilbon sera interprété par Martin Freeman, le Dr Watson de l'excellente série Sherlock de Stephen Moffat. Il sera entouré par Ian McKellen, Andy Serkis, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Richard Armitage, Elijah Wood, Christopher Lee, Orlando Bloom, Luke Evans, Evangeline Lilly, ainsi que sa deuxième moitié de la série Sherlock, Benedict Cumberbatch, qui fera la voix de Smaug le Dragon. Initialement intitulé Bilbo le Hobbit, le film s'est vu récemment renommé Le Hobbit tout court et il était prévu qu'il soit découpé en 2 parties. Mais pendant l'été, Peter Jackson a annoncé qu'il y aura finalement 3 films. Un voyage inattendu qui sortira le 12 décembre 2012, La désolation de Smaug, prévue pour l'année suivante, le 11 décembre 2013, et Histoire d'un aller et retour, pour lequel il ne faudra pas attendre 1 an de plus puisqu'il devrait normalement sortir à l'été 2014. Il n'y a rien de plus à dire, à part que l'on est à nouveau extrêmement impatient de retourner en Terre du Milieu. Far to the east, over ranges and rivers, lies a single, solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come. Visiting. Mr. Baggins? At your service. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the Hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo! Where are you off to? I'm going on an adventure! Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Perhaps it is
because I'm afraid. And it gives me courage. So this is your purpose, to enter the mountain? What of it? There are some who would not deem it wise. A dark part has found a way back into the world. Why don't we have a game of riddles? And if it loses, what then? If it loses, precious, then we eat it. If Baggins loses, we eat it whole. Fair enough. I will take each and every one of these dwarves over the mightiest army. Loyalty, honor, a willing heart. I can ask no more than that. Home is now behind you. The world is ahead. Well, that could have been worse. Pour finir, voici le teaser de The Lone Ranger, le nouveau film de Gore Verbinski, le réalisateur des 3 premiers Pirates des Caraïbes, et qui retrouvera pour l'occasion Johnny Depp. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. I want to show you something. From the time of Alexander the Great, no man could travel faster than the horse that carried him. Not anymore. Imagine time and space under the mastery of man. Power that makes emperors and kings look like fools. Whoever controls this controls the future. There come a time, Kemosabe, when good men must wear a mask. Continuons l'émission avec la Minute du Geek qui va nous parler de la guerre du browser. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Netscape Navigator? Alors ça aussi c'est vieux, hein, ça remonte aux années 90. Il s'est fait écraser par Internet Explorer justement lors de la guerre des navigateurs. Aujourd'hui, on a aussi Google Chrome que j'essaye de pas trop utiliser parce que bon, Google, je pense qu'il vaut mieux ne pas être trop lié à Google. Personnellement, j'utilise plutôt Mozilla Firefox parce que j'aime bien tous les petits modules qu'on peut installer. Il y en a un d'ailleurs que je vous conseille si vous connaissez pas et que vous surfez sur des sites japonais, ça s'appelle Likai-chan et ça permet de faire apparaître les lectures des kanji et ça sert aussi de dictionnaire. Donc en gros, vous survolez le mot qui vous intéresse avec la souris et il y a toutes les infos qui apparaissent, c'est bien pratique. Et maintenant, c'est la Minute du Geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Il y a quelques semaines, dans une précédente Minute du Geek, je vous avais parlé de Microsoft. Dans les années 90, devenue un mastodonte, la compagnie de Bill Gates allait révéler son vrai visage lors d'un procès entré dans la légende. En 1993, les navigateurs Internet commencent à faire leur apparition, avec par exemple Cello, Lynx, Arena et surtout Mosaic. Mosaic va rapidement s'imposer comme le navigateur de référence et l'un de ses créateurs, Mark Andreessen, va alors fonder une compagnie nommée Mosaic Netscape dans le but de continuer à développer sa création. Mosaic Netscape deviendra finalement Netscape Communications Corporation et son navigateur prendra bientôt le nom Navigator. À l'époque, Microsoft ne croit pas du tout en Internet. Mais en 1995, le buzz généré par Netscape et la popularité de son produit commencent à inquiéter Bill Gates. Sa grande crainte, c'est la volonté de Netscape d'incorporer dans Navigator des fonctions qui en feraient un véritable petit système d'exploitation.
En gros, les utilisateurs de Navigator n'auraient plus besoin de Windows. Et ça, Bill Gates ne peut pas le tolérer. En toute hâte, il lance le développement de son propre navigateur, Internet Explorer, qui sera ajouté à Windows dans le package Windows 95+. Mais malgré les efforts de Microsoft, Navigator continue de dominer le marché des navigateurs et rien ne semble pouvoir arrêter la croissance de Netscape. Apprenant que Netscape a approché des constructeurs d'ordinateurs, comme par exemple Compaq et IBM, afin que ceux-ci fournissent Navigator avec leurs machines, Microsoft va alors utiliser de méthodes peu scrupuleuses pour gagner cette guerre du browser, notamment la corruption et l'intimidation. Microsoft va inclure Internet Explorer d'office dans Windows, puis la société va faire pression sur les fabricants d'ordinateurs afin que ceux-ci abandonnent leurs accords avec Netscape. L'argument de Microsoft est simple, signez avec Netscape et vous n'aurez plus le droit d'inclure Windows avec vos PC. Netscape comprend alors qu'ils ne peuvent tout simplement pas lutter contre la grosse artillerie déployée par Microsoft. La société cherche un recours en justice qui débouchera en 1998 par le procès antitrust historique United States versus Microsoft. À ce sujet, je vous recommande chaudement la lecture de l'article consacré à cette affaire dans Wired. Microsoft perdit le procès et le juge Jackson condamna la société à être scindée en deux entités distinctes, les OS d'un côté et les logiciels de l'autre. Microsoft fit appel et parvint à éviter ce destin, mais pour beaucoup cela représente un moment charnière où le géant de Redmond cessa d'être invincible dans l'esprit du public et de ses concurrents. Le jugement arriva trop tard pour sauver Netscape, qui fut finalement racheté par AOL et tomba par la suite dans l'oubli. Quoique pas tout à fait. En effet, en 1998, Netscape publia le code source de son navigateur et créa la fondation Mozilla pour continuer à le développer. Firefox est le descendant direct de Navigator et mettra par la suite une belle raclée à Internet Explorer. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous on se retrouve dans 2 semaines et je vous dis à bientôt.